Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le jour des questions-réponses. Donc j'ai sélectionné quelques-unes des questions qu'on a reçues sur le blog pour pouvoir y répondre. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de membres de la communauté. Donc déjà, j'ai une question de Sylvie qui me dit est-ce que les frais de service et la taxe de séjour doivent être compris dans le loyer et sous-entendu, est-ce que ça va être imposé et comment est-ce que je calcule ça? Alors oui, tous les frais, tout ce que vous recevez, c'est inclus dans les loyers entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas dans le chiffre d'affaires que vous devez intégrer dans votre déclaration de location meublée. Donc que ce soit la taxe de séjour. Alors effectivement, la taxe de séjour c'est perçu directement par l'office de tourisme, mais quand vous recevez quelque chose dans votre escarcelle, c'est très difficile d'isoler tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des grandes conciergeries, particulièrement en bord de mer ou à la montagne, où ils vous demandent de régler la taxe de séjour séparément du montant des loyers. C'est justement pour éviter cette imposition, cette double imposition, parce que finalement la taxe de séjour c'est un impôt et derrière vous êtes imposé sur un impôt, c'est un peu comme la CSG, RDS. Donc ces gros groupes arrivent à faire ça. Vous pouvez le faire aussi si vous accueillez les locataires en direct, mais si vous n'accueillez pas les locataires en direct, vous recevez une masse d'argent sur votre compte en banque, du coup ça ne va pas marcher, hein. Donc Airbnb, disons qu'il y a une location que vous recevez 1000 euros, vous recevez 1000 euros, dans ces 1000 euros il y a 30 euros de taxe de séjour. Airbnb va reverser ces 30 euros de taxe de séjour à l'office de tourisme dont vous dépendez, et derrière vous allez recevoir la différence de loyer, le loyer complet, et vous serez imposé sur ça. Donc du coup, c'est aussi valable sur la caution. Si vous encaissez une caution, c'est pareil, vous devez le déclarer aussi. Donc soit vous déclarez tout en bloc et vous êtes imposé là-dessus, soit vous faites le travail avec votre comptable pour séparer ce qui est imposable, pas imposable, mais le problème avec ça, c'est que ça va probablement vous coûter plus cher en frais de comptable qu'autre chose. Donc, vu les sommes en jeu, je pense qu'on n'a pas trop le choix que de déclarer l'ensemble de la somme. Et c'est vrai que pour la caution, il y a une jurisprudence qui est assez constante. Quand vous encaissez la caution, c'est du chiffre d'affaires, vous êtes imposé dessus. Donc il faut éviter de faire ça. Et ça joue aussi sur le seuil. Donc pour passer loueur en meublé professionnel, si vous avez encaissé des cautions, ça fait monter en fait artificiellement votre seuil de chiffre d'affaires. C'est quand même très très bête. Donc n'encaissez pas les cautions. Donc moi, à titre perso, j'utilise pas du tout de caution. Je pars du principe qu'on passe de perte en profit sur les dégâts que les locataires peuvent faire. Donc voilà, donc la réponse est oui. Tout ce que vous encaissez est devenu un loyer, sauf si vous voulez jouer très finement d'un point de vue comptable, mais d'une manière générale, c'est ce qui se passe. Ensuite, j'ai une question de Maxime qui me dit concernant, donc Maxime il vient d'investir dans un appartement, il est en train de le rénover, et forcément il fait une bonne partie de choses tout seul, et il achète plein de petites fournitures, donc que ce soit des pinceaux, des vis, de la peinture, toutes ces choses-là, des fournitures d'électricité. Et donc sa question c'est, est-ce que j'ai plutôt intérêt à compiler toutes ces sommes-là et à les passer en amortissement, ou est-ce que je dois, vu que c'est des petites sommes, est-ce que je dois les déduire directement de mes loyers dès la première année? Alors ce qui se passe, c'est que d'une manière générale, comment ça fonctionne au niveau des amortissements? Vous allez amortir donc, votre bien immobilier sur entre 15 et 17 ans pour l'immense majorité du montant de l'amortissement, mais vous allez avoir un pic à 7 ou 8 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, on va dire, entre 5 et 10 ans, entre 5 et 10 ans, vous allez avoir tellement de montants d'amortissement par rapport à votre investissement, par rapport à votre investissement locatif, que ça va gommer complètement vos loyers et vous ne serez pas du tout imposable. Et après, il faudra se poser la question de est-ce que ça continue à fonctionner pendant combien de temps, ou est-ce que je dois faire un arbitrage entre soit payer plus d'impôts, soit revendre. Et donc du coup, moi ce que je vous conseille d'une manière globale, il faut voir vous précisément ce que ça donne au niveau des chiffres, je ne suis pas conseiller fiscaliste, mais d'une manière globale, j'essaye de faire passer un maximum de choses dans les amortissements parce que je sais que ça va se lisser sur le long terme, parce que les charges d'amortissement quand vous êtes en déficit, ça peut se reporter indéfiniment, tandis que vos charges de fonctionnement ne se reportent que pendant une durée limitée. Donc concrètement, si vous avez la possibilité de passer en amortissement 100 000 euros,
mais que il vous faut 10 ans pour gommer ça de vos loyers, vous pouvez reporter 11 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans ces amortissements, tandis que les charges courantes, vous ne pouvez pas le reporter aussi longtemps. Donc du coup, je vous conseille vraiment de mettre un maximum de choses en amortissement, en accord avec votre expert comptable, plutôt que de le passer en charge courante. Et j'ai une dernière question de Nathanaïa qui, alors elle a hérité de plusieurs appartements. Elle n'en a pas forcément besoin en termes d'exploitation, mais c'est elle qui l'a hérité elle en a hérité en nom propre, et elle voudrait les donner en exploitation à ses enfants pour que ses enfants touchent les loyers. Et elle voudrait savoir quel est le montage qu'elle peut mettre en œuvre pour ça. Donc il y en a plusieurs qui sont différents. Elle peut organiser un démembrement de sa propriété qui permet à ses enfants d'en avoir l'usage, et donc en nom propre, en loueur meublé non professionnel ou professionnel, de pouvoir récupérer les loyers et gérer dans ce système-là. Elle peut aussi s'inclure dans le système en créant une SCI familiale ou une SARL de famille où il y a 3 parties prenantes, ses 2 enfants et elle, de manière à pouvoir exploiter les loyers. Et derrière, via la redistribution des dividendes, ça part sur ses enfants selon une clé de répartition sur laquelle ils sont d'accord entre eux. Et troisième possibilité, elle peut conserver les biens en nom propre. Ses enfants vont créer une société pour exploiter, en fait une conciergerie pour exploiter ces biens immobiliers, et derrière elle va leur donner en exploitation. La faiblesse de ce dernier dispositif, c'est que ça va être difficilement justifiable de le faire à titre gratuit. Il faudra qu'il y ait une rémunération par rapport à ça, qu'elle touche un pourcentage de ce que touchent ses enfants en termes de loyer. Sinon, d'un point de vue fiscal, ça va être un peu compliqué à expliquer et à ne pas tomber dans l'abus de bien social. Donc voilà pour ces explications concernant l'allocation courte durée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur Eldorado Immobilier, poser une question dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à mettre un commentaire en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines astuces et conseils que je peux vous donner comme ceci, et pour pouvoir me poser mes questions quand je serai en live. Ça sera encore plus direct et encore plus sympathique. À très très vite.